Des pirates, du feu et du loot, aujourd'hui on a testé Dead Men Tell No Tales. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le dos de la boîte, l'émission où nous parlons de jeux de société en nous concentrant sur les univers qu'ils proposent. Après avoir testé un jeu, nous allons vous lire le dos de la boîte et échanger sur ce que cette lecture nous inspire après la partie. Je suis accompagné comme toujours par Xenopath, salut. Bonjour Max. Aujourd'hui on a donc testé Dead Men Tell No Tales de Kane Klenko, sorti en 2015 chez Minion Games. Et avant de vous lire directement le dos de la boîte, j'aimerais savoir, Xenopath, ce que tu en as pensé. Ouais, je n'aurais qu'une seule chose à dire, c'est que j'adore les voyages en mer, mais j'aime pas être mené en bateau. En effet, alors Dead Men Tell No Tales, si vous cherchez sur Google, vous allez tomber sur Pirates des Caraïbes. La vengeance de Salazar. La vengeance de Salazar en française. Ouais. Exactement. Il se trouve que ça parle effectivement de pirates et de trésors. Donc t'aimes pas trop être mené en bateau. J'ai trouvé que dans l'ensemble, c'était pas un mauvais jeu du tout. Non. On a passé un beau moment. Ouais. Mais est-ce que c'est raccord avec le dos de la boîte ? Ça, je ne suis vraiment pas sûr. Voilà la question du jour. Voilà la question du jour. Et je vais tout de suite vous lire ce fameux dos de la boîte. Skelet's Revenge, le navire le plus redouté en haute mer. Vous l'avez finalement arraisonné. Le capitaine From et son équipage squelette ont amassé un énorme trésor, et c'est maintenant votre chance de tout embarquer et de tout piller. Dead Men Tell No Tales est un jeu coopératif où les joueurs jouent le rôle d'un équipage de pirates, embarquant dans le Skelet's Revenge dans un seul but, le trésor. Combattez l'équipage, les flammes infernales et votre propre fatigue alors que vous vous battez pour rester en vie. Est-ce que vous et votre équipage avez ce qu'il faut pour partir avec le butin et survivre assez longtemps pour raconter l'histoire ? Ou allez-vous sombrer avec le navire dans Dead Men Tell No Tales ? C'est en effet pas facile à dire du tout. Alors, c'est très succinct. C'est un dos de la boîte très court. C'est un dos de la boîte qui dit pas grand-chose. Ouais. À part que c'est un jeu coopératif, ce que tu préfères. Mes jeux préférés, mais pour le coup, là il y avait quand même une bonne interaction, j'ai trouvé. Mais c'est vrai que de base, j'étais un peu méfiant, forcément. Le mot coopératif, il me met un peu sur mes gardes. Il me met même, j'ai envie de dire, en garde. Il te met en garde. Et c'est un petit peu le thème de ce soir. On a donc ouvert la boîte pour découvrir le matériel, qui est un petit matériel. Il n'y a pas grand-chose dedans, c'est des tuiles. C'est des tuiles, ouais. Qui vont représenter les tuiles. Les tuiles qui nous arrivent, le bateau en gros qui va se construire au fur et à mesure de notre exploration. Il y a quelques meeples pour faire les personnages qu'on interprète. Oui, moi on a surtout noté les ennemis principaux qui sont le fameux équipage squelette. Voilà, c'est les petits pions, ouais. Voilà, les petits pions en bois avec un œil un bandeau sur l'œil et puis en noir et blanc comme ça. Et ceux-là, ils sont très choux, ils sont vraiment nickel. C'est vraiment des petits pions en bois squelette. Je trouve que c'est les meilleurs pions de la boîte, ceux-là. Ouais, tout à fait. Les matelots de base, matelots de base qui sont en fait les moins dangereux, mais qui sont les plus cool. Ouais, d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'on les a laissés s'éparpiller un peu partout sur le plateau pendant la partie, parce qu'ils étaient très beaux en fait. Ouais, on avait envie de les voir. Peut-être que ça explique un peu la fin du jeu. Ça explique peut-être la fin du jeu. On les a trop aimés. Mais on va pas spoiler tout de suite. Non. Du coup, matériel, il y a assez peu de choses à dire. Il y a pas grand-chose dans cette boîte. Il y a pas grand-chose, mais ça a l'air de faire son office. Enfin, voilà, quelques cartes, pas mal de dés, de couleurs qui sont jolies d'ailleurs. Oui. Et puis le bouquin de règles est relativement bien écrit, bien fait. Alors la mise en place est assez rapide. Par contre, la mise en place ne permet pas pour moi de visualiser un bateau qui en attaque un autre. Tu vois, dans le dos de la boîte, il y a un abordage d'un bateau sur un autre. Et à part le fait qu'il y a un peu d'eau autour, après on voit surtout les tuiles avec des flammes parce que le bateau qu'on attaque est en train de brûler. Et moi j'ai pas vu vraiment un énorme bateau, j'ai vu plein de tuiles mais j'ai pas vu un bateau. J'ai pas non plus vu d'autres bateaux, il y a juste la carte de la barque qui est en gros la chaloupe, pardon, la porte de sortie en fait. Mais c'est tout en fait, le visuel bateau, il s'échappe très vite à part dans l'histoire qu'on te raconte au début. Ouais, et qu'on te raconte surtout dans le dos de la boîte et puis vaguement sur les cartes de personnages. Ouais. Parce que en réalité, sans déconner, ça ressemble quand même à Pompier Simulator.
puisque on va passer notre temps à éteindre les flammes. les flammes. Oui. Effectivement, j'oublie assez vite en fait qu'on est dans un jeu de pirates. C'est pas le premier truc auquel j'aurais pensé. On voit effectivement pas de bateau, quoi. Ouais, puis c'est assez rare de voir des abordages sur un navire en flammes. Moi, j'en connais pas d'autres exemples, tu vois. Bon, en l'occurrence, son trésor, il avait l'air super bien, donc on est prêt à mourir pour ça. Oui, alors probablement. Ouais, on prend des risques. On prend des risques, tout à fait. Mais attaquer un énorme navire en flammes, c'est pas un risque. Bon, après, c'est pas des vrais pirates de la vraie vie, tu vois. Tu affrontes pas toujours des équipages squelettes dans la vraie vie, c'est rare. Ouais. Du coup, même dans un monde un peu fantastique, tu pourrais te dire que c'est des héros qui veulent... Ça se défend, mais disons que le plateau ne t'immerge pas dans le concept du pitch de départ. C'est dommage que ça immerge pas, ouais, tout à fait. Excellent. Ou plutôt, c'est une bonne chose. Du coup, on s'est mis en place assez facilement. On a tiré les personnages complètement au hasard. Alors les personnages, ce qui se passe, c'est qu'il y a un certain nombre de pirates, il y en a 7 ou 8 je crois. Ouais. On pioche au hasard. Si jamais on meurt justement, on en prend un autre, on n'est pas éliminé cette fois-ci. C'est-à-dire le personnage est éliminé, le mais personnage pas le est éliminé, joueur. mais pas le joueur. Donc on revient avec quelqu'un d'autre. Donc tant qu'il y a de l'équipage restant dans le bateau, en gros, on peut continuer à jouer. On n'a pas perdu. Par contre, on pourrait se poser une question simple, c'est pourquoi ils envoient pas tout le monde d'un coup ? Ça serait quand même vachement plus rapide. Parce qu'ils connaissent les risques. Ah, c'est pour ça. Les autres, ils les regardent faire. Il faut des gens pour manœuvrer le bateau, je ne sais pas. Ouais, c'est difficile à dire. C'est vrai qu'à la base, si tu regardes, ils sont quoi ? Ils sont 7 sur leur bateau d'attaque, tu vois. Donc ouais, ils ont comme déjà ça. C'est déjà assez osé comme opération. On a choisi nos personnages, mais peut-être qu'il faut qu'on dise qui sont nos personnages. Ouais, alors absolument. Parce que je crois que tu avais 2-3 choses à dire sur le sujet. Alors effectivement. Commence d'abord, vas-y, dis-moi qui tu jouais déjà. Alors moi c'était assez simple, je suis tombé sur un peu le vieux vétéran, enfin c'est comme ça que j'ai terminé, parce qu'en fait il n'y a pas d'histoire des personnages, il y a juste le nom. Ouais. Le nom et puis un peu de quoi il a l'air. Moi je suis tombé sur Whitebeard, donc en fait Barbe Blanche. Barbe Blanche, ça fait très nom de pirate. Il a un sabre à la main et puis il se tient comme ça au bastingage. Nickel, moi j'étais très content. Barbe Blanche... Ouais, c'est pas tout à fait Barbe Noire, du coup, mais il y a un côté comme ça, mais en plus gentil. En plus gentil, et puis son pouvoir avait l'air bien, le personnage avait l'air bien. Moi j'étais assez content de mon personnage, pas rien à redire là-dessus. Il faisait par contre là, très dans l'ambiance. Ouais, alors pour ma part, je suis tombé sur Lydia Lamore, j'imagine que ça se prononce comme ça. Alors moi j'ai un petit reproche à faire, c'est que donc c'est une femme pirate, jusque-là ça me pose pas de soucis. Par contre, sur le dessin, je comprends pas du tout pourquoi elle est aussi peu vêtue. Elle est donc habillée en violet, mais je pense qu'elle a oublié ses vêtements quelque part, ou alors ils ont brûlé pendant l'abordage, je sais pas. Mais ça, je trouve vraiment déplorable qu'on se dise c'est une femme, c'est une blonde en plus, elle ressemble à vraiment une sorte de princesse Barbie, poupée Barbie. Et je me dis, ouais, bon, en termes d'imagerie, le jeu il est sorti en 2015, ça va quoi, bon. En termes de stéréotypes, c'est vrai qu'on aurait pu faire mieux. Après, j'imagine qu'elle s'appelle Lamore, et puis que du coup, tu vois, elle est un peu sexy comme ça. Ouais. Tu vois, c'est une fille un peu chaude, sans mauvais jeu de mots avec un incendie, hein, bien sûr. mais alors, elle a eu chaud après, ça c'est clair. Elle a eu chaud après, ouais. Mais c'est vrai qu'en termes de stéréotypes, ou on va dire même de discussions qu'on a déjà eues ensemble, mais par rapport aux stéréotypes véhiculés par le jeu, ça s'inscrit un peu dans les trucs qui deviennent aujourd'hui qu'on peut éviter, quoi. Ouais, puis en plus de ça, il y a assez peu de jeux qui utilisent ce genre d'imagerie de nos jours. De moins en moins, en tout cas, c'est pas très répandu. Et là, je me dis, ah, dommage, vous avez raté un truc. Ça fait un peu vieille école. Ouais. Ça fait vraiment vieille école, et puis ça fait. Moi, ça me plaît pas. Après, si le dessin était absolument magnifique, pourquoi pas, mais je suis pas sûr qu'il y ait non plus un design art vraiment recherché sur le truc. Bon, les dessins sont pas. Ça va. Les dessins ils sont pas très moches, corrects. Mais il n'y a pas l'accent vraiment qui est mis là-dessus non plus. Mais voilà, c'était le petit coup de gueule du début. Mais c'était quand même un personnage qui avait un pouvoir intéressant. Alors j'avais un pouvoir intéressant puisque j'avais le droit à une action de plus que les autres. Voilà, ce qui s'est révélé assez pratique, en tout cas pendant une bonne partie. Une bonne partie. On a tiré aussi un objet au hasard. Oui. Moi, je suis tombé sur une couverture. On peut se dire, effectivement, tu abordes un navire en flammes, qu'est-ce que tu fais ? Tu prends une couverture. Mais il y a une logique. Il y a une logique, puisque en fait, ça m'a permis d'éteindre les flammes mieux que toi au début. En fait, c'est une couverture inifugée, c'est ça qu'on dit pas. C'est ça qu'on dit pas, mais c'était juste marqué couverture. Ouais, une belle couverture. Moi, j'avais beaucoup plus classiquement une épée, un sabre d'abordage, qui me donnait des avantages au combat. Donc, c'était plus logique. C'est vrai que la couverture, c'est pas l'accessoire du pirate que tu visualises en premier. En même temps, les pirates ont rarement affaire à des incendies, donc peut-être s'ils le faisaient plus souvent, ils porteraient plus de couverture. Ah, c'est vrai. En tout cas, un matériel qui fait son travail, pour moi. Oui, qui est largement suffisant en tout cas pour ce type de jeu-là. Ouais, exactement. Voilà. Ça marche bien. Exactement.
Et donc on rentre directement dans le vif du sujet, le jeu lui-même. Donc la partie se déroule de manière assez simple. On va à chaque tour dévoiler une nouvelle tuile du bateau. L'idée, c'est qu'on doit pouvoir la placer, donc, c'est-à-dire les portes doivent correspondre aux portes, on ne peut pas les mettre face à des murs, ce qui fait que si on ne peut pas placer sa tuile, on perd la partie. Donc là, il y a un petit côté stress. Oui, parce qu'il faut laisser des espaces pour éviter que le jeu lui-même ne nous bloque ou se bloque, puis du coup, à ce moment-là, on perd. En fait, il y a énormément de paramètres qui vont nous faire perdre, comme dans beaucoup de coopératifs. Oui. Et là, le placement du plateau en est un. Alors, on peut se poser la question, pourquoi le bateau qu'on attaque se révèle petit à petit ? Alors, moi, je me suis dit, mais c'est parce qu'en fait, on est au milieu des flammes, on voit pas tout. Ouais. Mais le bateau se construit de manière totalement chaotique, c'est-à-dire, à la fin, ça représente pas du tout un bateau, ça représente une succession de salles. Donc, on peut imaginer, c'est un très gros bateau, donc forcément, on sait pas où on va, on est perdu dans les couloirs. Mais disons que pour moi, ça aide pas à visualiser ce qui est en train de se passer. Tu vois des salles et des flammes, ça, tu les vois bien. Mais est-ce que tu vois un bateau qui est en train d'être pillé ? Non, les tuiles, on voit vaguement que ça représente des cales, on voit des canons, on voit des barils de poudre. Moi, tu m'as dit qu'il y avait des canons, moi je les ai même pas repérés tout de suite. Même pas elles vu sont vraiment sur les ouais. bords, elles sont vraiment, enfin, il n'y a pas de visuel à part salle, cale, salle en bois, quoi. Ouais. Et flamme. Pour moi, il y a surtout ça. Et puis le fameux dé, que tu vas sûrement expliquer, qui explique la mécanique de l'incendie. Exactement, chaque tuile en fait a un dé au milieu, qui va donc 2 à un 6. L'idée c'est que plus on va vers le 6, plus ça flambe fort, et d'ailleurs quand on arrive à 6, la salle elle explose, ouais. Et donc elle devient impraticable, ce qui fait qu'on peut se retrouver bloqué en fait, voilà, dans le labyrinthe. Ça fait disparaître une case du plateau, et là notre labyrinthe qu'on crée finalement, parce que c'est ça en fait à la fin. Oui. Notre labyrinthe peut devenir totalement impraticable. Alors ça c'est rigolo, le côté les salles disparaissent derrière toi, t'as vraiment l'impression d'être au milieu d'un incendie. Ouais. Pas au milieu d'un bateau, mais vraiment, par contre, pour de vrai, au milieu d'un incendie. Mais typiquement, le dos de la boîte parle plus du bateau que de l'incendie. Ouais, et ils disent quand même un mot sur combattre les flammes infernales. Les flammes infernales, mais ça pourrait être... C'est juste un mot, quoi. Enfin, ça pourrait être un démon comme la dernière émission. Ah oui. Ça pourrait être un méchant sorcier. Ça explique pas vraiment qu'en fait, il y a un énorme bateau en train de brûler devant toi et que t'es là au milieu. Ouais, il y a carrément un décalage avec ça. Par contre, avec l'histoire de combattre l'équipage, ça c'est quelque chose qu'on fait. Il y a donc dans chaque salle, il va y avoir un truc qu'on va piocher, un token qu'on va piocher dans un petit sac. Chaque salle, ouais. Dans chaque salle, donc on peut tomber sur soit l'équipage squelette, on peut tomber sur un gros garde bien bourrin qui garde les fameux trésors qu'on cherche. Ouais. On peut tomber sur des postes où sont soldats, ouais. les petits soldats de base, ouais. qui ont juste un peu de rhum avec eux, des choses comme ça, du petit loot. Et l'idée donc ça va être de devoir se déplacer, d'essayer de baisser les incendies au fur et à mesure pour effectivement éviter la fatigue. Ouais. Ce mécanisme-là quand j'entre dans une salle, je gagne autant de fatigue que le dé qui est inscrit, la différence entre le dé qui est inscrit dans la salle où j'entre et la salle que j'ai quittée. Ça c'est intéressant je trouve. Oui, ça c'est très bien fait. Et on sent aussi cette fameuse fatigue, on la sent puisque donc c'est une track qui va de 0 à 15. À 15 on est mort, mais surtout il y a des steps. Au fur et à mesure, on va pas pouvoir rentrer dans toutes les salles. Plus les salles sont en flammes, on devient de plus en plus fatigué, on peut faire de moins en moins de choses. Ce qui est très bien vu et d'une manière très simple. Et puis, tu as vraiment le côté, tu dois vraiment gérer ça. Tu dois vraiment gérer ça en faisant très attention parce que ça joue à une action près, en gros. Tout à fait. Donc, si tu prends le point de fatigue de trop, si t'as pas éteint les flammes suffisamment, ou si t'es allé une case trop loin, puis que la case derrière... Enfin, voilà, il y a vraiment tout un truc. Tu sens que tu dois faire les bons choix, mais tout ça en le faisant sans vraiment savoir ce qui va se passer. Ça, c'est l'autre paramètre très important. C'est le hasard de ce qui se produit. Ce qui me paraît assez logique au milieu d'un incendie. Tu sais pas trop ce qui va se passer. Ouais, c'est un peu le bordel, ça. Le côté imprévisible. Ça, c'est génial. Mais, en termes de jeu, est-ce qu'on avait un contrôle là-dessus ? Non, effectivement, il y a assez peu de contrôle. Le simple fait qu'au tout début du jeu, donc, on a 4 salles qui sont révélées, et on tire complètement au hasard la puissance de l'incendie sur ces 4 tuiles de départ. Et il y en a une, on est tombé sur 5 et on s'est dit, elle est sur le bord d'exploser en fait, déjà, alors qu'on n'a pas fait une seule action. Et ça fait un peu bizarre. Tu te dis, si t'as pas de chance, tu peux commencer avec le bateau qui est déjà tellement en furie que oui, ce que certains de nos amis proches appelleraient un mauvais départ. Mais vraiment, en fait, tu peux avoir un tellement mauvais départ, je pense que tu peux même perdre d'entrée, quoi.
tellement le départ est mauvais. Mm. Et là-dessus, t'as zéro contrôle. T'as aucun moyen d'éviter ça, sauf peut-être définir que non, entre nous, tu vois, en disant. Ouais, on le refait éventuellement. On le refait, ok. C'est vrai qu'il peut y avoir un enchaînement d'événements au début en fait où les explorations se passent mal, où en fait il y a trop d'incendies un peu partout, les cartes qui sortent chaque tour, parce que chaque tour en fait on pioche une carte du bateau, en fait le bateau qui réagit, l'incendie qui se propage, ouais. Et si ça s'enchaîne très mal, on peut perdre très très vite dans les premiers tours. Ah ouais, les conditions pour perdre sont énormes et elles sont mais vraiment très très aléatoires. Et ça aussi, ça fait de nouveau un peu old school. Moi, ça me fait penser aux vieux jeux quand nous on était enfants, on commençait à jouer, tout était aléatoire. On pouvait perdre presque des fois au placement du jeu si on n'avait pas de bol. Enfin, tu vois, vraiment, il y avait tout était des jets de dés, tout était des concepts aléatoires. Ce qui est intéressant, mais en fait, aujourd'hui, on aime plus les jeux où aléatoires, d'accord, mais avec une part de contre-pouvoir, on va dire un peu. Ouais, qu'on puisse avoir une certaine stratégie pour empêcher. Voilà. Là, le seul qu'on a, c'est en gros, on peut réduire l'incendie dans certaines salles, mais pas les salles qui sont à l'autre bout du bateau. Donc, on peut faire en sorte qu'autour de nous, ce soit pas trop grave. Effectivement, donc ça, c'est peut-être le défaut aussi d'être que 2 joueurs pour le coup. Certainement. Je crois qu'on peut jouer jusqu'à 5, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et ça, c'est assez bizarre parce qu'au début, tout le monde va placer un peu des salles partout. Effectivement, le bateau va vite s'agrandir. Ouais. Et il faut quand même pouvoir être partout à la fois, ce qu'on peut pas faire, bien sûr. Il y a cette espèce de stress où tu cherches en fait la sortie. Tu sais qu'il y a une autre sortie possible sur le bateau. Si t'as de la chance. Ouais, mais a priori, oui, mais tu peux tomber sur un cul-de-sac. Tu peux tomber sur un cul-de-sac. En gros, la sortie, c'est la dernière tuile de toutes les tuiles qu'on place. Nous, on a vraiment stressé à ce que la sortie soit au bon endroit. D'ailleurs, on a assez bien timé le truc. Mais c'était en partie un peu influencé, mais on a eu de la chance. Mais il y a quand même ce stress à chercher une sortie au milieu des flammes. Le côté flamme, pour moi, il est particulièrement bien réussi. J'ai jamais jamais joué à un jeu qui parlait de ce thème-là. Un bâtiment en flammes. Un pompier simulateur, je te dis. Oui, mais j'ai jamais joué à pompier simulateur. Ah, dommage. Ouais. Donc moi, j'ai bien aimé ça. Et puis le côté très aléatoire, peut-être que ça vient un peu d'une volonté de l'auteur, parce que il se trouve que je me suis renseigné. J'adore quand tu te renseignes. C'est vrai. Je le ferai encore. Ah ouais. Et il se trouve que c'est un auteur qui aime beaucoup les jeux aléatoires. En fait, c'est un auteur américain, on l'a dit. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Ken Klenko. Son premier jeu, il me semble que j'ai trouvé, en tout cas, il date de 2014. Donc voilà, un auteur, on va dire, récent. C'est pas un vieux de la vieille, quoi. Je sais pas par contre qu'est-ce qu'il fait dans la vie en général, ça j'en ai aucune idée. Mais par contre, ce que je sais, c'est que tous ces jeux ont des thèmes récurrents. Déjà, c'est un jeu qui doit être jouable par sa famille, enfin par les familles. D'accord. Donc il aime bien les petits jeux, on va dire, les jeux accessibles. Donc ce qui se voit dans celui-là, effectivement, il y a pas trop grand matos. Ouais, il est très accessible, et puis le thème pirate, les enfants ils adorent, enfin voilà. Ouais. Il adore les jeux de dés, et je crois que tous ces jeux ont des dés, et puis du coup le côté aléatoire peut-être. Là on en a vu partout des dés, effectivement, il y en a dans toutes les pièces. Exactement, il y a chaque pièce il y a un dé, tu jettes des dés, enfin c'est un vrai jeu de dés. Et puis il adore aussi rajouter un stress dans ses jeux, notamment en rajoutant du temps réel dans les jeux, donc un timer externe réel. D'accord. Alors nous il n'y a pas de timer externe réel, mais il y a quand même l'idée de stress. Et j'ai vu dans une interview qui disait, moi j'aime stresser les joueurs. A priori, lui, stress, ça veut dire temps. Je sais pas, peut-être qu'on peut en parler si toi tu penses que... Non, alors effectivement, le stress, ça veut dire temps réel, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de jeux qui utilisent ce genre de mécanique pour justement stresser les joueurs, pour te forcer à faire des actions soit stupides, soit prises trop sur le vif, et donc à te pousser à faire des erreurs. C'est vrai que si t'enlevais cette mécanique-là, peut-être que tu ferais les meilleures actions en tout temps. Là, c'est pas du tout le cas parce qu'on joue quand même au tour par tour, on a le temps de se poser pour réfléchir. Ouais, mais on est quand même stressé. On est quand même stressé parce qu'on voit bien ce qui se passe sur le plateau et on est obligé de faire des choix impossibles. C'est pour ça que moi j'ai du mal avec le temps réel, parce qu'il rajoute quelque chose qui n'existe pas dans le jeu et qui va me stresser moi en tant que joueur en fait. Et je suis pas sûr que je fasse des jeux pour être stressé. Mais j'aime bien par contre que dans mon rôle de joueur, dans le personnage que j'incarne, il y ait un stress pour gagner. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et c'est pour ça que les jeux temps réel, moi je trouve que c'est un peu... Non, tout à fait. Je trouve que cette méthode-là qui est utilisée marche un peu mieux. Oui. Dans le sens où c'est pas tout à fait un compteur de tours, mais il y a Chaque explosion nous rapproche de la mort. Exactement. Chaque tour qui va passer, en fait, on sait que telle salle va peut-être s'enflammer plus, telle salle va peut-être exploser. Et donc il y a quand même une sorte de lutte contre la montre, même si on sait pas combien de temps ça va durer. C'est ça. Et ça, j'ai bien aimé. Ça me convient très bien.
Les autres jeux qu'il a fait, par exemple, il a fait un jeu qui s'appelle Mad City, je sais pas si tu connais. Pas du tout. Moi non plus, mais en gros, c'est un jeu où il faut faire la plus belle ville le plus vite possible. D'accord. Donc on retrouve la même idée. Il a fait un jeu qui s'appelle Cosmic Factory. C'est un jeu où il faut développer une galaxie. Chaque joueur développe une galaxie le plus vite possible. Ok. Hein. Mais tout ça en temps réel, hein, c'est les deux que tu viens de citer ou... Non, ils sont pas en temps réel Ok. non plus, mais il y a toujours l'idée un peu de vitesse et, Ok, de stress Ouais. du temps. Il y a un truc qui s'appelle Proving Ground. C'est un jeu solo. D'accord. Un jeu solo où tu joues une combattante dans une arène contre 6 mecs en même temps. Ok. Donc où tu dois tout gérer en même temps. Donc il y a vraiment ce côté un peu, il veut te submerger de possibilités en fait un peu. Ouais, alors le côté submergé, c'est encore rigolo. Je vais pas refaire la blague avec submergé, mais c'est aussi une des manières de perdre. Il y a ces fameux matelots, les petites têtes de mort. Ouais. On perd la partie si on doit en piocher et qu'il n'y en a plus. Et en fait, plus il va y avoir de salles révélées, plus il y a des chances qu'il y ait des endroits où il y ait des nids arrivent, en fait, ouais. des nids de matelots comme ça. Ouais. Et donc en fonction des cartes, tout à coup il y en a 6, 7, 8 qui apparaissent. Voilà. Puis eux c'est des morts vivants, alors les flammes ils s'en foutent un peu. Les flammes ils s'en foutent complètement. Ouais. Et en gros là il y a un côté où ils disent très rapidement vous allez être submergé par le nombre. Et effectivement on pouvait pas tous les gérer. Non. C'était impossible, donc on faisait le choix de plutôt partir. Enfin nous on a fait ce choix. Nous on a fait un peu le choix de la course, un peu en se disant on a eu de la chance, on a trouvé les trésors, les gars qui tenaient les trésors plutôt. Oui. On savait assez vite où ils étaient, assez vite. Il y en a un malheureusement qui a disparu dans une explosion. Oui, ça voilà, pas de bol. Ça arrive. Hein. Ça arrive, mais ça c'était assez chouette de voir. Moi j'avais trouvé le trésor. On s'était dit non, laisse-le, il va t'occuper à côté dans la salle du gros monstre là. Je fais ok, je laisse le trésor, puis juste derrière moi, je crois le tour d'après, la salle explose et le trésor finit au fond de la mer. Ouais. Ça c'est un beau moment. Oui. Ça c'est un bon moment. Oui. Alors, pas pour notre victoire. ouais. Pas pour notre victoire, mais on va dire un peu cinématographiquement, comme ça, c'est un bon moment. J'ai bien aimé, moi, que la salle explose juste derrière moi. D'ailleurs, j'ai dû faire le choix. Est-ce que je prends le risque de rester dans la salle et du coup de mourir si elle explose avec le trésor? Ou alors est-ce que je sors? Je suis sorti vraiment en mode clepsydre, quoi. Vas-y, sors, et boum, ça a explosé derrière moi. Je pense quand même que c'est un défaut. Il y a un défaut là dans le jeu, c'est qu'il existe que 6 trésors dans tout le jeu. C'est comme ça, il n'y en a que 6. Nous, on a joué en mode normal, il faut en ramener 5. En mode difficile, il faut ramener les 6. Donc là, c'est au milieu de la partie que ça nous est arrivé, que la salle a explosé avec le trésor dedans. Et donc c'est perdu. Ça sert à rien de continuer, tu ne peux plus gagner. Ça, je trouve que c'est un défaut, c'est très frustrant pour un joueur. C'est très frustrant. Alors, on comprend, c'est un mode difficile, du coup, ça doit être dur. Un Ouais. coopératif en mode difficile, c'est obligé que ce soit dur. Mais perdre au milieu de la partie alors qu'on n'est pas encore arrivé un petit peu au... On aurait pu se climax. dire, t'avais qu'à prendre le trésor et puis voilà. Et puis attendre et exploser avec. Mais en fait, j'avais plus qu'une action, donc est-ce que vraiment j'ai un choix? Ouais, tu vois, j'aurais pu mourir avec, et puis au moins je serais mort heureux au fond des flots avec mon trésor. Un dernier jeu que j'ai vu qu'il a fait qui s'appelle Fuse, qui est un jeu de 2015, dans lequel les joueurs doivent se coordonner, là avec du temps par contre, pour désamorcer des bombes. D'accord. Mais le plus important dans ce jeu, c'est la traduction de ce jeu. C'est-à-dire la traduction française, tu Traduction française, exactement. Donc ce jeu s'appelle Fuse en anglais, qui veut dire en gros démineur. Voilà. Donc ils l'ont traduit par déminage ou démineur. Pas du tout, et c'est là que ça devient très drôle, même si c'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais il fallait quand même le dire. Le jeu en français s'appelle Mission pas possible. C'est pas forcément la meilleure des traductions, mais bon. Mais en même temps, peut-être que ça montre bien qu'il aime bien les jeux où on gagne pas à la fin, tu vois. Alors les coopératifs, c'est quand même mieux que ce soit un peu dur, ça je suis d'accord. Ouais. Si tu gagnes à chaque fois, c'est pas très intéressant. Non, c'est pas très intéressant. Après, j'aime pas trop cette idée quand même qu'il y ait une possibilité de perdre, là pour le coup, sur un jet de dés ou sur une mauvaise carte tirée au mauvais moment, et en fait toute la partie est perdue. Après effectivement c'est un petit jeu, c'est pas un truc qui dure 3 heures. Oui, moi je sais plus combien de temps il a duré, mais il a duré quoi, on a joué 1 heure en gros. 1 heure, voilà, 1 heure. Donc c'est vrai que c'est pas grave, mais on est habitué quand même à pouvoir se dire, on sait pourquoi on a perdu, on aurait pu faire mieux, parce que là comment tu t'améliores? Comment tu fais? Tu te dis tiens, je vais rejouer parce que je vais mieux gérer mon temps à disposition. Tu vois, on va mieux s'organiser, on va en fait, oui, tu peux essayer, mais est-ce que vraiment c'est toi qui vas décider si tu vas gagner? Je suis pas sûr. Alors à moi, en même temps, d'un côté, tu te dis bon allez, on y va, tu vois. On n'était pas on était assez content de continuer d'essayer. On a failli réussir d'ailleurs. Ah merde, oui. J'ai spoilé. non, mais avançons justement.
Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a effectivement spoté les trésors relativement vite. Oui. Par contre, il fallait quand même aller Il y a des gros monstres dessus. Les gardes, les regardes à forts. barbe blanche. D'ailleurs, je me suis demandé si c'était pas de ta famille, parce que comme tu jouais le perso Whitebeard, je me suis dit que c'était peut-être des. C'est vrai que tous les gros méchants ont des barbes blanches. Ouais. Je pense qu'il y a un peu de discrimination envers les barbes blanches. Envers une partie de la population. C'est possible. C'est possible. Ou alors c'était vraiment des gens de ma famille. C'était peut-être vraiment des gens de ta famille. Ouais. C'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, nous, on s'est retrouvés dans une situation où les explorations, on les faisait relativement loin et on n'allait pas du tout dans cette partie du navire. On laissait les mobs en fait s'accumuler à l'autre bout en se disant de toute façon ils viendront plus jamais nous chercher et tant pis si c'est ça l'explose. Même si au bout d'un certain nombre d'explosions on perd la partie, on a pris le risque. Ça n'a pas explosé, donc on a eu de la chance. Et puis on a un peu couru à droite à gauche. Donc moi j'ai surtout servi à éteindre le feu. J'ai pas fait grand chose. T'as été une très bonne assistante. C'est-à-dire que tu m'amenais le bon matériel au bon moment. Ce moment où tu me donnes la couverture ou le seau d'eau, je sais plus. Je te filais les trésors, tu courais très vite les ramener. Un truc que j'ai beaucoup aimé dans l'interaction entre joueurs, c'est que si ton tour se termine et que t'as pas utilisé toutes tes actions, toutes les actions qui te restent, tu peux les transmettre aux autres joueurs. Ouais, ça c'est super intéressant. Ça, c'est une excellente mécanique qui pourrait presque me faire apprécier les coopératifs. Je dis, le moins important, c'est presque. Hein. Ouais, mais ça veut dire que toi, t'aimerais bien que l'autre joueur joue pas du tout, comme ça, t'as toutes les actions, tu vois. Non, mais ça permet au moins, il y a une grande discussion un peu d'équilibrage un peu de ce que t'arrives à faire. Du coup, ça crée vraiment une interaction. Je trouve que ça crée une dynamique très intéressante, effectivement, où on peut se dire si tel joueur est un peu dans la merde, ou tel joueur il a besoin vraiment de pouvoir faire plusieurs combats d'affilée, des choses comme ça permet de dire ok, on va, moi je vais en faire moins, parce que je suis moins important à l'endroit où je suis dans le bateau, et je te transfère 3 actions en plus qui vont t'aider à faire des choses. Et ça, c'est différent d'un jeu qui dirait chacun fait ce qu'il peut, et puis celui qui a pas de bol, lui il fait rien, et les autres essaient de faire comme ils peuvent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de coopératifs où on a donc un certain nombre d'actions fixées, et tu te retrouves des fois à faire des actions un peu nulles, des actions qui servent à rien. Et moi j'ai en tête des coopératifs où t'as le joueur en gros qui en prend plein les dents, et puis qui sert plus à rien au bout d'un moment. Est-ce que c'est souvent toi ou pas du tout? Parce que c'est peut-être pour ça que t'aimes pas les coopératifs. Tu veux dire qu'il y a un lien? Alors, je sais pas. Non, on va pas faire de psychothérapie. Non, ça n'a aucun lien. Pas aujourd'hui. Très bien, aucun lien. Rien à voir. Rien à voir. Mais par contre, là, en l'occurrence, on était tout le temps en interaction, dans toute la partie. On était que 2, c'est vrai, mais on n'a pas arrêté de dire ah tiens, je vais faire ça, tiens, on discute, tiens, on fait ça. Bon, ça, c'était bien quand même. C'était un. Ouais, tout à fait. Il y a une vraie réflexion de groupe. Il y a une vraie réflexion du groupe et une vraie complémentarité de ce qu'on fait pour essayer de se sortir de ces flammes, parce que moi, j'avais oublié l'idée de bateau, mais vraiment pour essayer d'éviter les explosions, éviter les flammes. Parce que le jeu dit juste ouais, c'est coopératif, faites ça, mais il n'insiste pas sur ce point-là qui est assez fort, qui pour moi est un des points forts du jeu. Au niveau de la coopération, elle est bonne. C'est vrai, ils disent juste que c'est un jeu coopératif, mais ils s'arrêtent là. Ils expliquent pas le côté aidez-vous les uns les autres ou ils disent pas bâtissez une stratégie ensemble. Voilà. À quel point c'est complémentaire. Moi, si je vois juste c'est un jeu coopératif, ça pourrait me rebuter. J'espère qu'il y a d'autres auditeurs comme moi. Mais en l'occurrence, j'aurais bien aimé, le dos de la boîte aurait pu dire nous, il y a une véritable coopération à faire. Ça aurait été intéressant. Oui, un des trucs qui, je trouve, passe vraiment à la trappe, c'est le fait à la cale, c'est qu'on vient d'arraisonner le navire, on est en train de l'aborder. Moi, je le vois pas du tout. J'ai l'impression qu'il est échoué. J'ai l'impression que c'est statique. Les tout petits squelettes, les petits matelots, ils font rien. Ils sont juste dans une pièce puis ils attendent. Mais c'est finalement eux qui nous ont fait perdre. Hein, c'est finalement eux qui nous ont fait perdre la partie. Mais c'est juste bizarre en fait. On aurait pu s'attendre à ce que en fait l'équipage soit sur le pied de guerre et puis il va falloir se frayer un chemin au milieu. Ouais, il y a juste les soldats squelettes qui se déplacent, mais en fait en gros on en a croisé 2. Ouais, on a croisé 2 ou 3. On a croisé 2, puis c'était même pas les plus dangereux. C'est vrai que l'équipage, bon après tu peux te dire qu'il y a une bonne partie de l'équipage qui a cramé quand même. Ah mais c'est les squelettes, ça brûle pas. Bah quand même, l'incinération des cadavres ça marche. Hein. Ouais, non t'as raison, effectivement. Tu vois, ça à la limite. Ils étaient vraiment très très nombreux puisqu'à la fin on perd à cause du nombre. C'est vrai. Notre stratégie finale du coup a été d'atteindre cette deuxième sortie, cette hypothétique deuxième sortie qu'on a fini par trouver. On était à une case de la sortie. On était à une case de la sortie avec les 2 trésors prêts, les 2 derniers trésors à sortir. On avait vraiment la stratégie, la dernière stratégie qu'on pouvait avoir. Il restait plus qu'une porte à ouvrir. Il restait la dernière porte à ouvrir, un dernier tour à faire. Il fallait juste pas qu'il y ait trop de matelots qui apparaissent, et malheureusement c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, donc cette scène-là elle est plutôt sympa je trouve, c'est une belle fin. C'est une belle fin, ouais. C'est une belle fin, on était à une case de finir, nous on avait fait attention à que ça explose pas trop, donc
À ce niveau-là, on était large. Par contre, on avait oublié de compter un peu les squelettes. Et puis c'est là où on s'est fait avoir. Ouais, là on s'est un petit peu fait avoir. Peut-être qu'on aurait pu prendre un peu plus de temps plus tôt dans la partie pour empêcher la prolifération de ces matelots. Peut-être, mais est-ce que, comme on disait avant, comme il y a le côté très aléatoire, est-ce que ça aura changé quelque chose? Le problème, c'est que j'en suis pas certain. Ouais, ça a quand même été un bon moment, et peut-être c'est vrai qu'il aurait fallu choisir un autre thème. Peut-être ça, c'est la question qu'on peut se poser. Mais en même temps, on n'aurait pas eu un titre aussi difficile à prononcer. Tu vois, Pompier Simulator, est-ce que ça fait envie à des gens? Non, je suis d'accord. Si, peut-être ça fait envie à des gens, mais... Je pense surtout que le dos de la boîte aurait pu être plus long, en fait, pour être plus explicatif, aurait pu raconter plus de choses, raconter une histoire un peu plus forte, en fait. Là, c'est juste, il y a un capitaine, le Captain From et son équipage c'est squelette. même pas le Captain Flamme, tu vois, c'est triste. Ouais, c'est dommage, ça aurait pu être le Captain Flamme. C'est vrai. Il y a une variante qu'on n'a pas jouée, une variante en fait où tu peux l'affronter. Il est toujours là, puis il t'affronte toujours, il meurt jamais. Et il te ralentit. Alors à voir peut-être. Bon, c'est pour corser le jeu un petit peu si tu trouves qu'il est trop facile. Oui, alors moi je pense assez clairement on l'a trouvé beaucoup trop facile. Pourquoi pas à essayer les variantes, c'est toujours intéressant à tester. C'est vrai que moi dans l'équipage il me manquait un peu le capitaine. J'aurais bien aimé tout d'un coup le capitaine qui sort des flammes comme ça. Ouais, mais en fait comme il est dans le sac à token aléatoire, tu peux tomber dessus tour 1. Et du coup, il te poursuit toute la partie. Ouais, ça c'est un peu pas rigolo. Voilà. Et ça fait partie donc des défauts. Il y a trop d'aléatoires, enfin des défauts. On peut imaginer qu'on le rajoute dans le sac au bout de la 3e explosion. C'est vrai. Puis que, tu vois. Et puis en fait, je dis depuis tout à l'heure qu'il y a des défauts, mais en fait, c'est plutôt des choses que j'aime pas plus exactement. Parce que ça porte pas préjudice au jeu du tout. Non, de toute façon, nous, on parle plutôt de nos ressentis et de comment on a aimé le jeu plutôt que vraiment de manière objective du jeu. Oui, tout à fait. C'est très subjectif. C'est ça. C'est aussi subjectif que nous pouvons l'être. Le jeu est pas un échec. C'est vrai que c'est difficile de se dire est-ce que l'exercice est réussi quand t'as un dos de la boîte aussi succinct. En fait, moi je dirais que non, parce que malheureusement c'est trop court, ça n'en dit pas assez. Le dos de la boîte fait le strict minimum. Il fait vraiment le boulot de base, presque comme si il avait été écrit avant que le jeu soit fait. Ouais, comme un projet que tu veux vendre. Voilà, ouais. Exactement. C'est-à-dire, j'écris que c'est un jeu coopératif, on va jouer le rôle d'équipage de pirates, on embarque dans le Skelet's Revenge pour piller le trésor. Voilà, ça c'est mon pitch. Est-ce que tu m'achètes ce jeu-là avant que je le crée? Et je le créerai plus tard. Ça ressemble un petit peu à ça en fait. Et je veux pas trop en dire parce qu'il aurait pu parler de la mécanique des flammes, alors qu'il en parle pas. Il aurait pu parler de je sais pas, de la mécanique d'apparition des monstres au fur et à mesure. Il aurait pu parler d'un petit truc en plus. Et il le fait malheureusement pas. Il parle même pas des personnages qu'on va incarner. Il dit juste, vous êtes un équipage de pirates. Ouais, parce que moi c'est un équipage de pirates, comme on l'a vu, assez stéréotypé. Oui. Donc peut-être qu'il avait pas besoin d'insister là-dessus. Peut-être. Par contre, moi je te rejoins sur le fait que l'exercice pour moi est raté. Parce que dans la mécanique, dans ce qu'on ressent dans le jeu, on est beaucoup plus pris par la mécanique de l'incendie, des flammes et du danger, que vraiment par le côté je suis pirate et je pille des trésors. C'est ça, parce qu'il met l'accent là-dessus. Ouais, il met l'accent sur l'aventure. D'ailleurs, c'est le titre. Les hommes morts ne racontent pas d'histoire. Ouais. C'est ce qui. Donc nous, on racontera pas d'histoire pour le coup, parce qu'on est mort. Mais ça parle vraiment d'une saga épique. Ça parle d'un truc où on va aller yoho sur la mer et puis choper des trésors dans un bateau. Il parle pas du côté stress, comme tu dis, du temps. On n'a pas de temps avant qu'il sombre, il faut se dépêcher. Il parle pas du tout de cette mécanique-là. Non, il parle pas de la mécanique qui en fait fait le plus perdre ou le fait le plus peur. Pour le coup, je pense que l'exercice est raté aussi, malheureusement. Ouais. Malheureusement. Est-ce que, quand même, tu y rejouerais? C'est une bonne question. Moi, comme je disais, ce qui me dérange, c'est que je vois pas ce que je pourrais changer. Je pense que j'y rejouerais avec un public qui n'a jamais joué et puis qui a envie de voir un peu un jeu justement dans lequel on ressent un peu de stress comme ça. Mais le jeu lui-même me donne pas envie, moi, de rejouer plein de fois. Par contre, la mécanique est un peu originale quand même, elle est bien faite, elle tourne. Donc peut-être que c'est un bon jeu à faire découvrir. Mais elle me donne pas, moi, l'envie de me dire, tiens, je vais faire 50 parties dans l'année, ça va être génial. Ouais. Et de nouveau, l'auteur, étant donné que lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire des jeux accessibles à ses enfants, ou en tout cas sa famille ou les familles, là, je pense pour le coup, si on l'avait joué avec des enfants, ce serait bien passé, a priori. Alors pour les enfants, c'est peut-être pas des mécaniques très simples, mais je pense que eux, ils peuvent voir le bateau que nous, on n'arrive plus à voir. Je pense que eux, ils peuvent voir le pirate avec son trésor au milieu des flammes que nous, on n'arrive plus à voir. Donc là, je pense que il est peut-être pas complètement à côté de la plaque sur ce point de vue-là.
ça reste un jeu très accessible. Ouais, moi non plus, je pense pas que j'y rejouerais. Je pense si quelques parties comme ça, mais je vais pas le sortir tous les jours. Mais comme tu dis, avec un nouveau groupe. À faire découvrir, pourquoi pas à des auditeurs, tiens. Ouais, par exemple. Mais il sera pas très souvent sur ma table. Ça, c'est clair et net. Non, d'ailleurs, je crois qu'on avait parlé un peu de la note qu'il avait par rapport aux joueurs, non ? Oui, d'ailleurs, parce que ça, c'est ce que nous, on a pensé. Ouais. Il est quand même noté par 3000 personnes avec une moyenne de 7,1, ce qui est quand même très bon. Sur Board Game Geek, donc ça fait, ça fait 10, plutôt une bonne note, je crois. C'est plutôt une bonne note, puisque les meilleurs jeux n'atteignent même pas 9, donc c'est quand même plutôt bien. Vu le nombre d'avis, c'est pas mal. Ouais, sur 3000 avis, c'est bien. Ça montre bien justement qu'on n'est peut-être tout simplement pas le public cible. Non, en effet, parce que les critiques, j'ai regardé un tout petit peu, les critiques négatives, en fait, c'est les gens qui, comme nous, n'aiment pas trop l'aléatoire, en fait. Enfin, c'est l'aléatoire à outrance. Et du coup, disent, ouais, mais bon, on perd comme ça sur un coup de dé ou un coup de carte. Quoi. Moi, j'ai toujours dit que les dés étaient quand même un outil narratif très puissant. C'est vrai. Les dés racontent des choses. Ça, on pourra en parler dans une autre émission, peut-être, hors série. Mais dans ce jeu-là, les dés ne racontent que l'histoire de l'incendie, c'est tout. Peut-être j'aurais préféré que les dés racontent aussi l'histoire du bateau. Ouais, parce qu'il y a plein de dés, mais on les lance jamais, finalement. On les lance jamais, on fait que les observer. Alors, ça fait des compteurs, en fait. Ça devient des compteurs. C'est des compteurs. Dés. Donc, il y avait peut-être autre chose à faire avec des dés qui auraient pu nous porter, nous aussi, malgré le fait qu'on n'est pas le public cible. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés pour cet épisode sur Dead Men Tell No Tales. C'était très sympathique et on se réjouit de vous retrouver. N'hésitez pas à vous abonner, à nous liker, à mettre des petites étoiles trop cool, de nous mettre des commentaires. Ça nous fait toujours hyper plaisir. Like and subscribe. Et on vous dit à la prochaine pour le dos de la boîte numéro 6. À bientôt. Salut Max. Salut Xenopathe.